passe mes journées sur le sofa. Le beat m'attend sur le sofa. On est posé en dev dans le sofa. Bonjour à tous, bonjour à toutes, et bienvenue dans ce nouvel épisode du Sofa, ce premier de cette nouvelle saison, de ce nouveau format. Sofa 2.0, ouais. Un Sofa 2.0, ça pourrait même être le nom de l'émission, mais on va rester sur le Sofa. Un Sofa, vous pouvez techniquement le voir si vous êtes sur le téléphone, mais sur les plateformes en tout cas, un Sofa qui fait son apparition sur les plateformes de streaming, donc forcément on a revisité la formule, donc toujours dispo sur YouTube, vous le savez aussi si vous êtes sur YouTube. On a revisité la formule, du coup... Je pense qu'ils le voient. Ouais, je pense qu'ils le savent très bien, ils ont fait la démarche. Un Sofa sur lequel on a revisité la formule, qui sera maintenant découpé en 3 temps. On parlera plus d'un sujet principal sur une émission de 20-30 minutes. C'est une émission qui sera un peu plus longue, puisqu'elle commencera par un petit tour sur l'actu, sur les 2 semaines qui viennent de passer, plus ou moins. Ce sera suivi par évidemment le sujet principal de l'émission, donc là, vous avez cliqué dessus, vous savez très bien que c'est sur Atayaba, le joke pour les puristes. Et on terminera sur des petites recommandations personnelles qu'on peut avoir à faire. Vous l'avez déjà entendu, je suis accompagné d'Amélien, comme d'habitude. Comme, franchement, c'est même... À un moment, on n'aura plus besoin de me présenter, je pense. Ouais, ils connaissent par cœur, là, ça y est. Encore, mais un jour. Et puis, du coup, je te propose de prendre la parole directement, Amélien, on va commencer par l'actu, et toi, tu voulais nous parler de Freeze Corleone. Bah ouais, parce que Freeze, il a sorti, du coup, un freestyle, du coup, il y a 2 semaines, maintenant. Ouais. C'était sur une phase B de Pop Smoke. Donc, un gros rappeur de drill. Ceux qui écoutent, genre, pas mal de rap anglais, en gros, ils voient qui c'est. D'ailleurs, il a sorti son album Meet the Who, que je recommande d'ailleurs. C'est pas ma recommandation, mais je le fais. Et du coup, je me suis dit, c'est bizarre parce qu'on n'a jamais fait vraiment de contenu à part un article qu'il y a eu. C'était sur Projet Bluebeam. Ouais, sur Bluebeam, ouais, ça a sorti. Si ma mémoire me. Ouais. Ça, ouais. Et du coup, on s'est dit, autant parler dans une émission. Donc, Freeze Corleone, en gros. Moi, je sais que personnellement, j'ai découvert 6 mois avant la sortie de Projet Bluebeam. Ouais. Et en fait, en gros, j'avais reçu un DM qui me dit, vas-y, écoute ça, en ce moment, d'un pote, donc dédicace à Hakim. Mais en gros, il me disait, vas-y, écoute, parce que c'est vraiment trop bien. Mais en ce moment, j'écoute que les mecs du 667 et tout, c'est trop cool. Et en fait, je l'ai pas fait. Donc en fait, j'ai pas vraiment découvert avant, mais en tout cas, j'en avais entendu parler à cette époque-là. Des recommandations. Hein. Dès que je suis un mec comme ça, je suis un mec indépendant. Et le pire, c'est que en fait, genre, il m'avait vraiment insisté pour que j'écoute et tout, et j'ai dit, ouais, pas de soucis, j'écouterai. Et du coup, un peu à l'époque où, parce que je sais pas si tu te souviens, Flo, mais en gros, on avait publié un peu une actu de Freeze Corleone qui annonçait du coup la sortie, la date du projet. Mm-hmm. Et il y avait eu un giga engouement sur le tweet, on s'est dit, ah ouais, quand même, il y a vraiment un truc. Et du coup, à cette époque-là, j'étais allé écouter, du coup, il y a Vieille Merde 2, et je crois que c'était FDT, qui était sorti avant. Ouais. Et je me suis dit, ah ouais, ok, cool, donc c'est vraiment, vraiment cool. Et après, une fois qu'il y a eu Projet Bluebeam, ça a été un raz-de-marée. Je ne peux qu'être d'accord avec toi. Personnellement, Freeze Corleone, c'est pas un artiste que j'ai beaucoup écouté. Je me suis pris Projet Bluebeam forcément, et je manque un peu de connaissances sur l'artiste. J'ai pas assez creusé. Ça fait partie de mes objectifs pour 2020, on va dire. Mais ouais, c'est un artiste qui est évidemment bon, et tout l'engouement qu'il y a autour de lui, il est assez légitime. Une fanbase très, très hardcore, on va dire. C'est les Ratpi 2.0, je crois, le 667. C'est vrai que c'est un peu les nouveaux Ratpi. Ouais, c'est ça, c'est clairement ça. Hein, mais bon, après, à juste titre, les Ratpi le sont souvent à juste titre, parfois un peu exagérés, mais en tout cas, pour le 6-7, c'est un peu préparé. Hein, les artistes du 6-7 sont intéressants à suivre, et Freeze Corleone, ouais, particulièrement. Mais du coup, t'en as pensé quoi, toi, du morceau qui est sorti, là? J'ai même plus le nom, pour le coup. C'est Welcome to the Party, je crois, parce que c'était le nom de Pop Smoke s'appelait comme ça, et du coup, c'est un freestyle, donc il a repris le même titre. En fait, j'ai trouvé cool, mais c'est même pas le meilleur... En fait, genre, ça peut te donner une sorte de carte de visite, en mode, c'est quoi Freeze Corleone aujourd'hui, sur une prod de drill? Tu dis, tiens, ça donne ça, tu vois. Genre, qu'est-ce qu'il peut faire, c'est ça. Et après, je trouve que le morceau est bon, mais c'est même pas le meilleur qui... Enfin, genre, comment dire? Genre, je pense qu'il peut faire encore mieux, et que c'est plus une sorte de petite croquette avant l'album qui sera, du coup, pour moi, 10 fois plus fort que ça, tu vois. Album que tout le monde... Genre, en mode, si t'aimes... Ouais, mort. Et puis en mode, si t'aimes bien ça, enfin, La Menace Fantôme, si l'album s'appelle vraiment comme ça, ça va tout déchirer. C'est un bon album, mais c'est vrai qu'il est attendu du coup pour le 7 janvier. Ouais, référence que du coup, chaque projet de 6-7 sort, surtout de Freeze et d'Osiris. Après les autres, je sais pas exactement, je suis pas non plus ultra calé sur les dates, je suis trop nul en date. Mais en gros, que chaque projet sort à une date un peu funeste, et ce qui est assez drôle et en même temps assez...
Oui, c'est marrant de se dire qu'ils ont vraiment checké des dates pour savoir quand ouais, c'est ça. Mais même d'ailleurs, Freeze avait pas mal, avait troll un petit peu, puisque sa bannière Twitter, elle a changé, et elle a troqué le Je suis Charlie, enfin, c'était pas ça sa bannière avant, mais elle a changé le Je suis Charlie pour le Je suis 667, avec avec le personnage de Où est Charlie, justement, qui sortait du 6. Bah, c'est vrai qu'en vrai, si tu regardes bien, genre, tout leur. Parce que du coup, pour ceux qui écouteraient pas encore, ou qui ont vu et qui ont pas écouté, bah, c'est vrai que. Il y a énormément de références un peu complotistes, un peu. En fait, même ce que je trouve plus fort, c'est qu'il va pas te dire, je sais pas, n'importe quoi, genre, en mode, ouais, George Bush est le responsable des attentats du 11 septembre. Enfin, je crois, par exemple, il y a une phase de IAM qui disait en mode, ouais, comme par hasard, on retrouve. Putain, je sais plus c'était quoi. On retrouve des passeports. Tu sais, enfin, c'était des petites phases comme ça. Et je trouve que la force, justement, d'un Freeze Corleone, c'est vraiment d'arriver et de pas faire des longues dissertes, mais juste lâcher des petits trucs, et après c'est à toi d'aller faire tes recherches, et en faisant tes recherches tu fais ah ouais, il est vraiment fort. Ouais, c'est ça, ouais, carrément. Mais qui est Prescott Bush? Tu fais ah ok, donc le père de Bush en fait était très proche de nazis. Ok, tu dis ah ok, mais tu sais genre c'est des clés de réponse. Tu vois tout le monde pareil après. Bah, je pense que si tu checkes toutes les références, tu pars en vrille. Tu deviens fou, ouais, je pense. De ouf. Hein. Ça pourrait faire un sujet de sofa. Freeze Corleone est-il fou? Mais je pense qu'il est fou parce que justement il y a une sorte de lucidité. Genre même si c'était une vanne, tu vois, mais je pense que c'est vraiment de la. En fait, c'est de l'ultra lucidité. Tu vois. Puis c'est extra lucide. Puis c'est ce qu'il fait aussi, il en joue, comme dirait DC's. Puis c'est ce qu'il fait, il en joue aussi. Bah, en vrai, je pense pas qu'il soit vraiment non plus. Moi, je sais que j'avais un pote qui avait fait une soirée avec eux, et en gros, enfin avec du coup des mecs de 667, et du coup il avait demandé à Freeze s'il était vraiment à fond, genre vraiment dans ces trucs complotistes, et Freeze il avait répondu que ça le faisait marrer, quoi. Ouais, bah c'est juste ça, hein. Puis ça fait bien réagir, donc ouais, il se crée son petit buzz comme ça, c'est assez logique. Et puis en plus, genre au-delà même du buzz, il y a vraiment. Enfin, je trouve que. Moi, c'est un truc qui m'a marqué quand Projet Blobby m'est sorti, c'est vraiment que quand tu écoutes, il y a une vraie ambiance. Enfin, genre. Tu sais, genre, contrairement à pas mal de rappeurs qui ont des prods classiques ou normales, genre, je trouve que, tu vois, genre, la manière dont les reverbs apparaissent, tu sais, t'as des basses très arrondies, enfin, tous ces. Tu sais, t'as un truc un peu de. Je te souviens de l'Undertaker dans. Bien sûr. La WWE à l'époque. Sûr. Bah, tu sais, genre, tu vois, t'écoutes l'intro, je trouve qu'il y a un côté un peu Undertaker où il arrive et. Tu sais, t'as tout le monde qui le regarde. Oh, tu sais, genre, c'est le mec. Il claque son Tombstone, c'était ça, je crois que c'est son finishing. Totalement. Tombstone, Pipe Driver, je sais plus, une mauvaise façon par la même place, mais ouais, non, c'était. On fait un sofa sur le catch, du coup. Ça fait beaucoup d'épisodes alternatifs. beaucoup, ça commence déjà. Mais tu vois ce que je veux dire, dans le sens où il arrive et t'as vraiment une ambiance qui change, tu vois, genre. Totalement, je suis assez d'accord avec toi. Non, ouais, c'est la patte Freeze, hein, de toute façon. Peut-être même 667 au sens large, moi je suis pas assez calé en 667, mais je crois que c'est quelque chose qui revient quand même pas mal avec Osiris et tout, ce truc un peu funeste, un peu sombre, non? Bah, un peu funeste, un peu sombre. Ouais, parce qu'en fait, en gros, ils sont un peu dans. En fait, ce que je trouve cool, c'est qu'ils ont vraiment une personnalité différente. Moi, je pense MMS, ouais, c'est ça. Du coup, et en fait, ils ont vraiment tous un peu leur. Parce que tu vois, dans le 667, il n'y a pas que Freeze, que du coup, t'as Osiris, t'as Norsace Berlusconi, t'avais Jordi Lalaïs à l'époque. Enfin, en fait, t'as vraiment H qui a sorti un projet d'ailleurs qui est très cool, Kaki aussi, qu'on a d'ailleurs oublié de mettre dans nos trucs d'actu. Mais en tout cas, genre, ce que je veux dire, c'est qu'ils ont tous leur personnalité, et je trouve qu'en fait, c'est super cool d'avoir aujourd'hui des groupes qui sont pas non plus ultra connus, mais qui sont très très forts, tu vois. Ouais, bien sûr. Parce qu'il y a toujours eu des bons rappeurs underground, hein, c'est pas. Ouais, bien sûr, ouais. Mais je trouve qu'ils gagnent de plus en plus en popularité, et que 2020, je pense que ça peut être un vrai pivot pour ce genre d'artiste. Totalement. On va suivre ça de près en 2020. Autre actu qui nous a un peu marqué, beaucoup même, Népal, avec son album Adios Bahamas. Je te laisse prendre la parole. Je parle beaucoup, mais c'est un podcast, c'est le principe, c'est vraiment la... C'est bon, mais présenter le sujet sur Arteyaba après, je te laisse ça marche. En fait, Népal, moi ça m'a fait un peu bizarre déjà l'annonce du projet, tu vois, parce que ça faisait longtemps en fait que je l'attendais, parce que du coup Népal, moi je l'ai découvert fin 2016, tu vois, à peu près. Et en fait, c'est vraiment été un rappeur qui... Comment ? Ça y est, ça fait le puriste. Ah bah, excuse-moi d'avoir des connaissances. Tu as le droit. Non mais en fait, genre vraiment, je l'ai connu, tu vois, il y a un petit moment, et du coup j'ai grave suivi toute sa carrière. Et pour moi, il avait vraiment ce truc de... Bah d'ailleurs, on a déjà fait un épisode dessus, qui en parlait, mais du coup, il a vraiment ce truc d'être un rappeur très fort, d'être... pas l'élu, mais tu sais, genre... Tu sais, tu l'écoutes, tu te dis, ah, tu vois, lui...
je sais qu'il peut aller très loin et je sais qu'il a un giga potentiel. Et du coup, ça fait longtemps que je forçais un peu sur les réseaux en mode oui. Pour dire à tout le monde d'écouter Népal, tu vois. Tu menaçais les gens dans la rue avec des couteaux pour qu'ils écoutent Népal. Des coups de surin s'ils n'écoutaient pas. Exactement. Bon, bah, t'as fait 2-3 allers-retours en poste, mais... Ça valait le coup, je pense. Et du coup, en vrai, genre... en fait, j'étais ultra... En fait, ça m'a fait super bizarre, ça m'a fait un peu comme avec Mac Miller, tu vois, quand il est décédé, où je me suis dit, bah merde, en fait, c'est un rappeur qui aurait pu... Enfin, qui a fait des grandes choses, mais qui aurait pu faire encore plus de choses, et il a été stoppé dans son élan, tu vois. Parce que, bah, comme on avait dit, genre... Tu sais, il y a plein de rappeurs qui se revendiquent, enfin qui disent que Népal c'est leur rappeur préféré, tu vois, Nekfeu c'est le meilleur exemple, où sans lui, il serait beaucoup moins rap, il serait beaucoup plus pop, tu vois. Clairement, bien sûr, bien sûr. Et c'est vrai que, en fait, même du coup, parce qu'en fait le pire c'est que, je sais pas si tu te souviens, mais c'est même vous qui m'avez appris qu'il était décédé. Rappelle-toi, je sortais du cinéma, vous étiez en Discord, et j'ai écouté, t'en fais, en fait, t'as vu l'actu? Je fais, non. J'avais même dit, quand Amélia va savoir ça, il va pleurer. Mais je suis un homme fort. c'est tout à ton honneur une fois de plus. Non, mais c'est vrai que le décès de Népal, c'était pas un projet de A2H qui s'appelait Les hommes ne pleurent pas en hiver? A2H, c'est toi le spécialiste de l'équipe, donc je Attends, oui, et puis il a fait 250 projets. Voilà. Moi, je peux te citer 2-3 projets de A2H, mais ça n'ira pas plus loin. Il me semble en tout cas. Et ouais, et du coup, bah, en fait, quand parce que du coup, on va parler de l'album, je pense. Oh, vas-y, je t'en prie. Mais et du coup, ouais, bah en fait, genre, j'ai trouvé, enfin, personnellement, c'est de faire mon retour sur l'album. En fait, j'ai trouvé que c'était un projet qui ressemble, enfin, qui ressemble plus à Népal dans le sens où il y a moins quand même, enfin, même si par exemple t'as des morceaux comme Trajectoire où t'as des vraies introspections assez deep et tout, et je trouve que c'était moins technique. Tu vois, par exemple, une des spécialités de Népal, c'est de faire plein de références à Oxmo. Bah du coup t'as moins de références rapologiques, ou tu sais, c'est un peu ce genre de rappeur qui du coup il est plus à l'aise avec, enfin pas forcément plus à l'aise, mais plus en place, et du coup il va moins faire de références à d'autres artistes. Et du coup quand t'écoutes le projet, je trouve qu'il y a beaucoup moins de références à... En fait c'est simplifié, enfin je trouve que c'est un album plus épuré, et c'est vraiment le mot en fait, genre vraiment c'est très épuré, c'est beaucoup plus aérien à des moments, et alors qu'ils nous avaient habitués à un truc beaucoup plus froid, technique. Je trouve plus lumineux cet album, perso. Je le trouve... Lumineux, c'est le mot, je pense. Ouais, c'est... même, il y a quand même pas mal de parties chantées, même, dans le projet. De ouf. Et bon, je peux peut-être me tromper, mais il nous a pas plus habitués à ça. Il nous a pas trop habitués à ça, en tout cas, Népal. Enfin, quand j'écoutais Népal, perso... Alors moi, j'ai pas le même rapport à Népal que toi. Je l'ai découvert pour le coup très tardivement. Il y a même encore un projet de Népal que j'ai pas encore fini d'écouter. Et pourtant, il n'y en a pas beaucoup, donc c'est dire à quel point je fais peu d'efforts. 4, ouais, quand je lance un projet de Népal, c'est le Kakashi Sensei, moi, qui m'a beaucoup marqué. J'écoute, pour le côté kickage, pour le truc, c'est cette aisance au micro, cette aisance en termes de flow, en termes de technique, ce qui se retrouve évidemment dans Adios Bahamas, mais pas que. Et c'est super plaisant parce que je trouve qu'il y a un vrai gap qui a été franchi et qui fait que, ok, c'est un album. Et moi je suis un espèce de vieux con qui est encore attaché un peu à ces dissociations entre tous ces formats. Le format album. Ouais, et j'aime bien parce que, ok, c'est un album. Et puis avec tout ce qu'il y a derrière, évidemment son décès et tout ça, je trouve qu'il y a un truc en plus sur cet album qui le rend encore plus particulier. Il y a même des phases d'ailleurs qui font un espèce d'écho à son décès de manière assez funeste. Mais ouais, on a un projet qui est du coup plus lumineux, qui est toujours aussi bien maîtrisé. Il y a beaucoup de feats par contre. C'est peut-être le seul point d'ombre que je peux avoir. Tous les feats sont réussis par contre, évidemment, mais j'ai l'impression qu'il y en a un petit peu trop à mon goût. Je crois que c'est sur la première partie du projet, t'as 3-4 feats qui s'enchaînent. T'as celui avec Nekfeu, Sheldon, et Dooms qui arrive pas trop loin derrière. à la fin. Médis à la fin, voilà, mais il y a Dooms qui arrive pas trop loin derrière. Il y a beaucoup de featuring dès le début. C'est pas grave, parce que c'est des bons artistes et tout ça, bon, on est d'accord. C'est pas ça qui va... dans l'entourage de... Oui, c'est pas des artistes en mode... genre, c'est pas un mec qui va ramener Skyler Grey ou je sais pas qui, ou... ouais, mais bien sûr. C'est très cohérent avec l'entourage de Népal et tout ça. Puis c'est pas il y a Dimé aussi. Oui, il y a Dimé, voilà, ouais, effectivement, c'est le deuxième morceau, je crois, ou le troisième. Il a pas récent apparaître, ouais, c'est ça. Mais du coup, c'est vrai que ça fait quand même beaucoup de noms dès le début. Mais c'est pas grave, ça enlève rien à la qualité du projet, évidemment. Mais ce qui est logique d'ailleurs pour un album, de se rapprocher justement de... Enfin, en fait, de faire des feats, parce qu'au final, genre, il était très, tout au long de sa carrière, un peu, pas recroquevillé sur lui-même, mais tu sais, genre, il a quand même fait des feats, tu vois, mais, enfin, je sais pas ce que je veux dire. Si, je vois ce que tu veux dire. Il y a ce truc d'ouverture, d'aller peut-être dans d'autres univers, en invitant tel artiste, je vais dans l'univers de tel artiste, et ouais, si, bien sûr, je suis d'accord avec toi. D'autant plus qu'il touche je pense qu'en fait, c'est vraiment un projet qui
pas forcément qui a été fait pour, mais en tout cas qui pouvait, et qui peut d'ailleurs, toucher un public plus large. Parce que par exemple, moi je sais que la plupart du temps, quand je parlais de Népal avec des gens, c'était parce qu'ils connaissaient Suga Suga, c'est le remix avec Dooms, et Rain Special. Pour moi, c'est vraiment les deux morceaux pivots un peu qui ont été vraiment super importants. Et après, un petit peu Babylone aussi, mais il est quand même. Et un peu Lucie, je crois aussi, un petit peu quand même. Sur le projet Flip. Oui, parce qu'il y avait Lumpal, du coup. Ouais, voilà. Mais oui. Et du coup, je trouve que c'est un album ultra intéressant parce que je trouve que ça t'apporte vraiment plein de. En fait, tu vois où il a voulu aller, et je trouve qu'il a réussi à vraiment créer ce qu'il a voulu faire. Et tu sais, je pense que c'est vraiment le genre d'artiste qui est toujours derrière. Enfin, chaque ligne est respectée, chaque ligne. Et en tout cas, je trouve que là, il y a vraiment un truc où il se libère un petit peu. Et tu vois, genre, Sezamso, il avait fait tout un truc de ouais, nanana. En gros, je fais mon argent et après, je vais être serein. Bah, je trouve que c'est vraiment cet angle-là. Parce que Van Népal, on sait que. Enfin, tu sais, c'était un mec du coup très spirituel. Même dans ses textes, ça se sentait, tu vois. Et je trouve que ça se sent encore, mais et je vois, il y a vraiment ce truc un peu libérateur de j'ai fait mon album, je suis heureux. Enfin, en tout cas, je suis peut-être pas heureux, mais en tout cas, ça va mieux et je me permets de. Tu vois, même par exemple, le morceau Vibe, je pense que normalement, ça aurait été juste une chute de studio en temps normal. Et là, il l'a travaillé pour que du coup, ça sonne bien, pour que. Il y a vraiment un truc. Même Sundance, il est incroyable comme morceau. Sundance, c'est un morceau incroyable. Moi, j'aime beaucoup, c'est Trajectoire, je crois, le morceau il s'appelle. Trajectoire, j'aime beaucoup. Ouais, c'est le plus fidèle au Népal traditionnel, je pense. Ça doit être pour ça aussi. Puis là, il y a, je sais plus si c'est aujourd'hui ou hier, mais j'ai vu Raplume qui ont posté la traduction de l'intro du projet, qui du coup est édite en japonais, pardon. Et l'intro justement parle un peu de ce truc de Népal, un peu comme un personnage de manga en fait, ce truc de. J'ai l'impression qu'on raconte l'histoire de Son Goku presque. C'est en gros Népal qui vient de faire telle et telle mission, qui vient de finir telle et telle partie de son aventure, part pour une nouvelle aventure. Adios Bahamas. Et je trouve ça super sympa comment c'est amené. Puis c'est fidèle à Népal justement pour le coup, qui lui aussi est très dans cette culture du manga. De toute façon, la culture nippone, elle a énormément marqué sa musique. Et je trouve que c'est un des rappeurs qui l'incarnait le mieux. Parce qu'en fait, il y a eu pendant un moment une mode de juste tu cites un manga et enfin tu sais genre en mode rappelle-toi Nekfeu, il avait sorti un truc en mode pour la coque j'ai le nez de Krillin, tu vois. Et tu sais, tu l'écoutais, tu te dis ouais bon, ou tu sais après ils faisaient enfin t'as vu des références à Tokyo Ghoul et tout, tu sais c'est pas des références ultra spé. Et en fait, Népal, il a ramené ça très vite. Je vais pas dire que c'est lui le précurseur et qui a ramené ce côté manga et tout, tu vois. Non, mais récemment, c'est lui qui fait le mieux, je pense. Ça, c'est. Je pense que c'est vraiment qu'il l'incarne le mieux. Ouais, c'est ça. Ça colle, ça lui colle à la peau, en fait. C'est vrai qu'il a. Ouais, puis en plus, il a toujours ce truc de. Tu sais, de rookie, un peu de. Je rappe mieux que tout le monde, en même temps, je veux pas. Enfin, tu sais, parce que du coup, il y avait tout un truc avec. En tout cas, je sors pas de chez moi. Je sors des projets, puis je redisparais, puis enfin tu sais genre même s'il faisait des concerts et tout, tu vois. Mais il y avait toute une imagerie aussi sur le masque, le fait que la musique parle pour lui, nanana. Et je trouve que c'était le meilleur agencement entre genre sa personnalité et sa musique. Enfin tu sais genre je pense qu'il y a pas mal d'artistes qui rappent des choses qui leur ressemblent pas ou qui sont pas en adéquation avec ce qu'ils chantent. Et là je trouve que c'est vraiment le mix parfait. En plus, je sais pas, toi aussi ça t'a fait ça, mais moi je trouvais l'album. Non, j'avais failli dire le projet, mais non, c'est vraiment un album. L'album très émouvant au final. Oui, par contre, oui. Mais encore une fois, je trouve qu'il y a aussi ce. Enfin, moi quand j'écoute ce projet, il y a à la première écoute, surtout, j'ai pas réussi à me sortir du fait que il est décédé en fait. Et ça rend plein de phases beaucoup plus percutantes. Je crois qu'il commence le morceau avec Dimé en disant chaque matin je prie le Seigneur d'être encore en vie ou un truc comme ça. Et c'est une phase qui a la même signification en tout cas. Et il y a ce truc de ok. Et ça rajoute encore un côté, même j'aimerais être ailleurs et tout. Ouais, ça rajoute le côté émouvant du projet qui font que sans exagérer, si on prend la définition même du terme chef-d'œuvre, je trouve que là il a son chef-d'œuvre en fait. J'adore la phrase. Non, parce que après chef-d'œuvre c'est souvent exagéré, on va pas non plus dire que c'est un classique ou quoi que ce soit. Commençons pas avec ça, mais il y a ce truc de chef-d'œuvre, de pièce maîtresse quoi en fait, de ouais c'est ah, je vois ce que tu veux dire. Ce que je veux dire, ça, c'est que, c'est son meilleur tableau, en fait. Donc, c'est son chef-d'œuvre à lui. C'est pas forcément un chef-d'œuvre. Après, bon, ça se discute selon les goûts de chacun, mais c'est sa pièce maîtresse, c'est son truc, quoi. Je sais pas comment expliquer. Il y a un truc qui se ressent en particulier quand tu l'écoutes. Il y a vraiment ce truc de, tu sais, la pression un peu autour du premier album. Ouais, genre, je fais mon premier album, et mon premier album, c'est tout ce que je peux faire. Regarde.
Enfin, je sais pas, en plus, t'as des morceaux comme Daruma, t'as Trajectoire, simplement. Et en même temps, en fait, t'as vraiment ces deux côtés un peu comme... tu sais, des fois dans certains films où, en gros, par exemple, je sais pas si t'as vu le film Mélancolia de Lars von Trier. Bah, en fait, en gros, c'est pas mal autour de la dépression. Enfin, il y a un truc un peu nihiliste et tout. Mais en fait, genre, le personnage, il est pas tout le temps triste ou tout le temps. Enfin, en fait, t'as des hauts débats, des hauts débats, des hauts débats. Et en fait, c'est vraiment ça, je pense, le projet aussi. Tu vois. Moi, ça me rappelle un artiste, et là, pour le coup, tu vas peut-être te foutre de ma gueule, mais ça me rappelle Lafouine. Sûrement. Pas par rapport à tout ce qu'on a dit dépression. Qu'est-ce qui te rappelle pas Lafouine? Ouais, c'est vrai que je fais beaucoup de liens avec Lafouine. Mais Lafouine, il avait ce truc par exemple, tu vois, mais il y avait ce truc de. Sur toutes ses mixtapes, sur énormément de sons, il avait un côté très hardcore, très énervé, très égo trip. Et à l'inverse, sur les projets, il a amené de la douceur. Là où n'est pas, il a ce côté très intimiste sur ses projets précédents. Et là, sur ce projet-là, il s'ouvre un peu plus. Donc c'est sur des des thématiques différents, mais il y avait ce truc il y avait une réelle dissociation entre les EP, mixtape et albums en fait. Et c'est pour ça que tous les albums de Lafouine jusqu'à Lafouine vs Lonely, pour moi le dernier que je trouve réellement bon, il y avait ce truc il y a vraiment un point de rupture en fait entre la mixtape et l'album. Et là, c'est ce que je ressens, je trouve, avec Népal, c'est entre les EP et cet album-là, où il y a un point de rupture qui fait que on retrouve le Népal d'avant, on retrouve le Népal qu'on a appris à aimer, qui nous a rendu fans de sa musique. À côté de ça, on découvre un autre Népal plus lumineux, justement plus ouvert, parfois même plus enjoué. Il y a des morceaux où j'ai envie de bouger la tête, alors que c'est du Népal, et jamais j'aurais pensé remuer la tête de façon enjouée, évidemment, parce que je remue la tête sur sa manière qu'il avait de kicker, qui était assez particulière, que j'aimais beaucoup. Mais tu vois ce que je veux dire ou pas, ce truc de dissociation en fait entre les formats en fait. Bah surtout, même parce que Lafouine en vrai, genre, même si on le vanne un peu, genre c'est vraiment emblématique aussi de sa carrière. C'est toujours ce truc de... Même par rapport à la religion, tu vois. Ouais. Enfin, tu sais, il a toujours... Enfin, comment dire, il a toujours parlé, évoqué des thèmes qui se contredisaient juste après, et il a toujours été dans cette dualité un peu bizarre. Et en vrai, enfin, même par exemple, je me souviens, il y avait un morceau qui s'appelait Papa, où... Enfin, tu sais, il y avait toujours il y avait un morceau où il parlait d'un handicapé qui était mort, je crois. Enfin, Karl, ouais, c'est Karl. La phrase est bizarre. Ouais, c'est ça. Ah ouais. D'un drôle de parcours même. Ouais, c'est ça. Et en fait, il y avait toujours ce truc-là de... Ouais, il y avait aussi celle où il disait qu'il était mort, c'était putain. Quand je partirais. Ah, j'ai horreur des titres. Quand je partirais. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Où enfin, le morceau est super bon. Et en fait, il a toujours été dans cette. Juste après, t'avais Panam Boss, tu sais, ok, je comprends plus. Voilà, c'est ça exactement. Alors que sur ces mixtapes, il nous habitue à. T'écoutes les Capitales du Crime, t'as un truc beaucoup plus hardcore, beaucoup plus énervé, moins dans ce truc de douceur que peuvent évoquer justement Quand je partirais ou Karl, justement. Totalement. Mais c'est qu'après, pour revenir un peu sur le côté émotion, quand tu l'écoutes, par rapport au fait qu'il soit décédé, ça m'a rappelé un peu ça avec... Bah du coup, il sort du coup à minuit. Quelle transition. L'album de Mac Miller. Du coup, quand vous écoutez ce sofa, il est sorti du coup depuis une semaine, évidemment. Ouais, on est en janvier, le 16. Yes. Voilà. Et, ouais, et du coup, en fait, genre, je sais pas... En fait, genre, par exemple, tu vois, le Mac Miller, il y avait un peu ce côté-là aussi, genre, un peu Enfin, après, il avait pas la même réputation que Népal non plus. Mais en tout cas, enfin, il y avait un truc où il était très respecté, il bossait avec des gens quand même qui... Parce que c'est un mec de Pittsburgh, et Pittsburgh, t'as quand même une petite scène, t'as des Jimmy Woo et tout, enfin bref, on s'en fout. Mais en fait, il était respecté, il avait fait sa musique, et en fait, en gros, plus il avançait dans sa musique, plus il était genre... Plus il allait vers quelque chose d'épuré. Par exemple, le dernier album, il s'appelle Swimming. En fait, c'est vraiment le truc le plus aérien qui peut sortir. Et un peu comme Adios Bahamas, d'ailleurs, dans le côté où t'as des projets très... Enfin, t'as un projet qui... T'as de l'espace, et musicalement, c'est très travaillé. Et bah... En fait, genre Mac Miller, moi je sais qu'il y a... là, sur la cover, non non, c'est un hublot d'avion. D'accord, ok. Enfin, il y a un hublot d'avion derrière, il est assis... Ouais, voilà, ça, mais je pense qu'on voit la même chose, neutre, quoi. Ouais, c'est ça. Ça, ouais, si, ouais, j'ai la même, ouais. Et en fait, t'avais toute une métaphore sur, tu vois, Swimming, c'est quand genre ça va, et Drowning, c'est tu coules, et lui, en fait, genre, c'était les moments où, du coup, bah, il coulait pas. Et, parce que du coup, en fait, lui, il avait sorti ce projet, du coup, après séparation, il y avait pas mal d'histoires autour de la drogue et tout. Ouais. Et d'alcool, enfin du coup de dépendance, et en fait en gros c'était un peu ce truc de l'apaisement, encore une fois, de sérénité, et je trouve ça super intéressant en fait comme c'était amené. Et après du coup il est décédé 1 an après, je crois, et du coup le projet prend encore plus une valeur forte. Et là par exemple je sais qu'il a sorti un clip qui s'appelle Good News, où c'est c'est très visuel, c'est très travaillé. Je sais pas si t'as vu le clip aussi. Si, j'ai regardé le clip aussi, ouais. Yes. Et le clip est très travaillé, et puis je sais pas, il y a une sorte d'émotion ou comme tu disais tout à l'heure, en mode il y a des phrases que t'entends et qui ont pas la même valeur, pas la même lecture. Non, parce que je pense pas qu'elles prennent plus de valeur, mais en tout cas qu'on les lit d'une manière différente. Ouais, c'est une valeur différente, quoi. Ouais, en gros, ouais, c'est ça.
on est d'accord. Mais en fait, en gros, ouais, tu les lis pas de la même manière, et tu dis, ah ouais, putain, ok, il y avait cette... Ah oui, ok. Et c'est que c'est très dommage pour les deux artistes, parce que autant Mac Miller et... En fait, ce qui est marrant, ce qui est terrible, oui, je choisis pas le mot, c'est quand pas même. du tout pareil, ce qui est cocasse. Non, c'est que c'est vraiment deux artistes que j'ai énormément écoutés, avec qui j'ai, genre, grandi, parce que Mac Miller, je sais qu'il y a... J'en ai discuté avec pas mal de monde aussi. Il y a pas mal de monde qui me disait, ah, Mac Miller, moi, au collège, j'écoutais à mort. Et c'est que je l'avais découvert aussi à cette époque-là, parce que c'est l'époque un peu de ses tubes. Moi, j'avais écouté Et après, en grandissant. Justement, à cette époque-là. Tu te souviens, c'était lequel? C'était là, une pochette, c'était bleu. C'était des triangles bleus, je crois. C'était... Blue Side Park, peut-être. Vas-y, je fais une recherche. Vas-y, parle et je fais une recherche. Donc, ça marche, chef. Et moi, je sais qu'il y a juste Watching Movies with the Sound Off que j'ai pas écouté. Mais... Et en fait, j'ai trouvé ça trop... Je sais plus ce que je disais. Oui, non, c'est ça. C'est quand... Ça y est, j'ai retrouvé le train de mes pensées. C'est qu'en fait, en gros, à l'époque, il y avait du coup beaucoup de monde qui l'écoutait. Et après, moi, j'avais jamais vraiment arrêté d'écouter parce que j'aimais bien ce qu'il faisait sur le long terme. Et du coup, en fait, c'est vraiment des artistes, lui comme... Enfin, Nepal et Mac Miller, qui m'ont vraiment accompagné. Et du coup, bah, quand on te dit, au fait, ils sont morts, tu fais, ah. Ouais, voilà, c'est ça. Je sais pas, ça fait bizarre, tu vois. Parce que je vois, genre, Tupac et Biggie, on te dit, ils sont morts, tu dis, bah... J'étais un enfant, ils étaient déjà morts, quoi. Ouais, ça, je crois que je suis né un mois après la ça, mort tu de fais un Tupac, deuil, je pense que tu fais... C'est vrai? Ouais, je fais un mois et 15 jours, quoi. Mais ouais. Il est mort le 13 septembre, je crois. De 96. C'est pas vraiment où t'étais ce jour-là, quand même. Mais bon. Ouais, j'étais bientôt sorti. Ouais, bien sûr. Du coup, oui, c'était Blue Side Park, le projet de Mac Miller que j'avais écouté. Mais j'avais écouté parce qu'il y avait eu le feat avec DC's. Et du coup, je m'étais intéressé, je m'étais intéressé du coup un peu à Mac Miller et j'avais écouté juste ce projet-là parce que c'était dans l'actu du moment de Mac Miller. Et j'avais des amis qui m'avaient entraîné. C'était le cousin d'un ami, donc un ami qui est martiniquais et guadeloupéen. Martiniquais par sa mère, guadeloupéen par son père. Et en gros, il y a son cousin. Sûrement, j'espère. Anthony, je te retrouverai. Son cousin qui vient de Martinique était justement venu en France, enfin en métropole. Et du coup, lui, il est très du coup dans la culture du rap carry, tout ça. Il m'avait fait écouter du coup plein de rappeurs carry du moment. Donc il y avait Mac Miller, il y avait Machine Gun Kelly. Il y avait Waka Flocka. Ouais, c'est ça exactement. Il m'a fait écouter du coup pas mal d'artistes US de cette époque et voilà, c'était intéressant quoi. C'est vrai que c'était vraiment la... il y avait une mixtape qui s'appelait Kids où c'est là où il y avait ces tubes et d'ailleurs sur le projet il y avait un morceau qui s'appelait Cool Aid and Frozen Pizza et en gros ce son là en fait je l'avais écouté à l'époque et c'est à peu près la même époque aussi où il y avait l'alchimiste de Dinos, tu vois. D'accord. Et à cette époque là en tout cas il y avait eu un son qui s'appelait donc putain de sa mère, le titre était tellement compliqué. C'était Chicken Chica and... putain oui, merde, Chop Sagrun and Chicken Chica. Ça, ouais, et en gros, dans les premières secondes, t'as un petit sample. Et tu fais toum, toum. Je suis sampleur de buccal. Ça se reconnaît. ce matin, Raska est là. Parce que du coup, on a sorti les 7 Awards. Et donc, j'ai enregistré avec Raska ce matin. Raska m'a dit que j'étais très doué pour imiter les rappeurs parce que j'avais imité SCH et un autre artiste. Et donc voilà, je tiens juste on fera une émission spéciale imitation. J'imiterai les rappeurs et tu feras le seul invité. Tu feras des samples derrière. Moi, je ferai des instrus. Exactement. Mais ouais, en tout cas, ouais, genre... en fait, en gros, c'est cette époque-là où je m'étais dit, ah, putain, il y a vraiment un truc et tout. Et en fait, c'est marrant parce que tu le voyais grandir aussi. Enfin, tu sais, genre, au début, c'était ça restait un gamin, tu vois, Kids, c'est vraiment c'est avec un Z. Parce que du coup, c'est une référence à un film. Et en fait, en gros, c'est vraiment ce truc-là de l'adolescence, nanana. Et après, tu le voyais mûrir, etc. Et jusqu'à aujourd'hui, arriver à des projets... Enfin, même quand je voyais comment il bosse avec Anderson .Paak et tout. Et là, je trouve ça super intéressant, la manière dont tous les autres rappeurs le respectaient, tu vois, Mac Miller. Parce que... Enfin, tu sais, il avait un truc très humble. Et je pense que c'est ça aussi qui a pas mal touché. Ok, ouais, je vois du coup pour Mac Miller, ouais. Mais du coup, ça nous fait une bonne transition puisque tu as parlé de Dinos et que du coup, on va parler d'un artiste avec qui Dinos a déjà collaboré, Ateyaba, qui devrait logiquement sortir Ultraviolet en 2020. C'est en tout cas ce qu'il a annoncé à Views dans une interview où il lui demandait ce serait quoi la tendance en 2020 et lui il a répondu que la tendance ce serait Ultraviolet. Donc très bien, on va voir ça. C'est marrant pour un mec qui a rien sorti depuis tant d'années d'annoncer un retour qui deviendrait la tendance. C'est tout ce que je lui souhaite en tout cas. Parce que... Est-ce que c'est la transition vers le sujet principal ? C'est exactement ça. Je l'ai annoncé il y a 1 minute. mais justement, c'est tout ce que je lui souhaite parce que justement, Ateyaba personnellement, on va parler de Joke principalement parce qu'en vérité, pour moi, Ateyaba c'est le renouveau de sa carrière. Avant, c'était Joke, donc on va peut-être plus se centrer sur le Joke du coup.
Ouais, mais si tu regardes les projets qui sont, enfin les petits morceaux là qui sont. Bien sûr, oui, mais il a sorti plus de projets étiquetés de Joke que de projets étiquetés Atayaba. Ah ouais, normal. Oui, Ce serait il a rien bizarre, sorti, il a l'inverse, pas sorti de projet depuis qu'il s'appelle Atayaba. Mais enfin, du coup, ouais. Après, si tu regardes, tu prends tout ce qu'il a sorti et tu le compiles sur un EP. Ouais, enfin, ça fait un truc 10 titres, 12 titres, je pense. Hein. Ouais. Mais bon, les droits. Ouais, exactement. Mais du coup, voilà, toi, c'est quoi je vais commencer, moi, mon rapport à Joke Atayaba. Vas-y, parce que j'ai beaucoup parlé. Vas-y, je te laisse boire une gorgée. Joke Atayaba, du coup, moi, c'est un artiste que j'ai découvert, du coup, assez tôt. Je crois que je l'ai découvert un petit peu avant Kyoto, son premier EP. Avec des petits freestyles à droite à gauche. Je me rappelle d'un freestyle qui s'appelait Ten Frenchmen sur une prod de S2K. C'est très vieux. Je crois, je me demande si c'est pas 2010 carrément, 2011. Bah de toute façon, c'est l'époque prêt pour l'argent. C'est cette époque-là, à peu près. Plus prêt pour l'argent en .5, je dirais. Prêt pour l'argent en .5, c'est donc un petit EP de Joke sorti en 2011. Prêt pour l'argent, c'est 2009. Ouais, à peu près. Ouais, genre, voilà, c'est ça. Ouais, non, mais c'est ça. C'est un petit peu avant Kyoto, quoi. Dessus, on retrouvait du coup S2Ks. Avec qui il a pas mal collaboré, Joke, justement. On retrouvait Pinty, un artiste que j'avais beaucoup aimé. 3010, surtout. Je crois que j'avais écouté ce freestyle par rapport à 3010 et j'étais tombé sur le Joke. Bah d'ailleurs, il y a un truc qui est évident, enfin, entre guillemets, qui était évident à l'époque, c'est que c'était grave... Ils étaient catégorisés comme la relève du rap français. Ouais, bien sûr. Ouais. En parallèle de la relève... la vraie relève de Bouscapé, on va dire. Sadek, Still Fresh et tout, yes. Ouais, non, mais c'est ça, hein, c'était un peu ceux qui arrivaient après, qui avaient quelque chose de peut-être moins français dans leur approche du rap, en fait. Il y a quelque chose qui était très inspiré par ce qui se passait outre-Atlantique, je trouve, en tout cas. C'est vrai que la relève, il y avait un côté très street, la relève de Bouscapé, Sadek, tout ça, nanana. Il y avait moins d'efforts, de travail sur les mélos, la musicalité, les flows étaient peut-être un peu plus simplistes. Il rappait bien, quoi. Ouais, il rappait bien, voilà. C'est vrai que Joke, 3010, tout ça, sur ce freestyle, bon, pas tous, il y en avait 5 qui étaient mauvais, évidemment, mais était un peu plus polyvalent, on va dire. Donc voilà, ouais, Joke, du coup, ouais, j'ai beaucoup aimé Kyoto, je l'ai suivi sur Tokyo, sur Atayaba, son premier album en 2014, donc il avait sorti avant ça en 2009 et en 2011, Prêt pour l'argent et Prêt pour l'argent 1.5, Prêt pour l'argent qui date de 2009, qui est un projet assez particulier, qui rappe sur de la dubstep, sur une première version de dubstep, pas celle qui s'est popularisée. C'est pas une super idée de base. Non, mais ça rend bien en vérité, par contre, c'est pas si choquant que ça, mais pas sur la version de dubstep qu'on connaît plus largement, on va dire, avec Skrillex et tout ce qui a suivi en 2012-2013, je pense. Quelque chose c'est de la dubstep un peu différente. Mais c'est Genius qui le dit, donc moi je me fie à Genius. Mais non, voilà, c'est sur de la dubstep, sur des prods un peu électro, il y a des prods un peu plus rap classique, on va dire. C'est un Joke qui est un peu dur à assimiler en vérité, si on n'est pas trop dans ce genre de projet aussi éclectique, c'est pas un projet qu'on peut forcément apprécier. C'est dispo sur YouTube pour les plus curieux, pour ceux qui connaîtraient pas. Mais Prêt pour l'argent est un bon projet. Mais surtout, voilà, Prêt pour l'argent 1.5 qui est sorti du coup en 2011. C'est un 5-6 titres qui pour le coup est beaucoup plus proche du Joke qu'on a connu par la suite. Avec des morceaux assez marquants, je trouve. Il y a le morceau Luther Burger qui commence par une phase assez marrante. C'est je m'en bats les couilles, je me réveille, je mate un film de boules japonais. Et genre, j'étais là, ok, d'accord, c'est grave vraiment comme phase pour commencer ce morceau qui est très très bon. Et, très bon imitateur encore. Oui, encore une fois, je veux dire, je travaille. Talents, je sais pas rapper, mais je sais imiter les rappeurs. Hein. Il y a un métier. Ouais, c'est ça. Il y a de l'argent à faire. Hein. Et puis il y a le morceau Batmobile avec Action Bronson et Risky. D'ailleurs, Risky, c'est aussi un autre feat de Joke. Paris J'arrive, qui est sorti, je crois, pareil, en 2011, 2012, peut-être 2013, je sais pas, avec Ify aussi. Propre. Un très très bon... 45 scientifique. Un très très bon morceau, Paris J'arrive, Risky, Ify, Joke, un très bon morceau qui est disponible sur YouTube également. Sur les plateformes aussi, mais par contre, sur les plateformes, il n'y a pas le couplet de Ify, et je crois qu'il n'y a pas le couplet de Joke, je crois qu'il n'y a que Risky dessus. Ce qui est assez dommage. C'est triste, du coup. C'est dommage, du coup, effectivement. Mais voilà. Je te laisse la parole, du coup, sur toi et ton approche de Joke. Bah, avant de parler de mon approche, je trouve que t'as souligné un truc intéressant, c'est les featuring. C'est vrai qu'il a eu très tôt des beaux featuring. Mais d'ailleurs, j'ai la liste, là. Que ce soit sur Kyoto et Tokyo. J'ai la liste de featuring qu'il a pu avoir. On retrouve Mac Taylor, Niro sur le premier, donc Kyoto. Sur Tokyo, on retrouve Rimka Setgeko sur le morceau Sphinx, qui est très bon. On retrouve Dossé, puis... Il y a eu un remix en plus. Ouais, il y a le Scorpion... de Sphinx c'est Scorpion, ouais, il y a le Scorpion solo, puis il y a le Scorpion remix avec Mac Taylor et Niro.
Il y a Dossé et Gradure, il y a Jenna Aiko, quand même. Ce sourire quand je prononce son nom, mais bon, voilà, de façon assez logique. Il y a eu Lino aussi. Le grand artiste. Oui, grand artiste. Il y a eu Lino aussi. Et puis, sans compter les compères de Joke, il y a eu Beeps, il y a eu Titan. Avant ça, il avait aussi fait ça avec Cuisinier, avec... Ouais, il y avait pas mal de monde. Et surtout, le feat avec Lino qui est revenu aussi une seconde fois, puisque sur le morceau Cross de Midsizer, il y a... Là, j'ai été devant d'ailleurs. C'est pour vérifier le titre, mais c'est bien ça. Ateyaba, du coup, puisqu'il avait changé de nom. Avec Lino, ouais. C'est ce qui est quand même pas n'importe quoi. Oh, mais du coup, il y a 2 morceaux avec Lino, et les 2, c'est à chaque fois des tueries. Et puis, du coup, si tu rajoutes Midsizer dans la sauce, ça rajoute un truc très, très épicé, très, très réussi. De ouf. Je te laisse la parole. Yes. Moi, pour mon rapport, du coup, avec Joke, moi, je l'ai pas découvert avec Kyoto. Mais en tout cas, j'avais entendu Kyoto parce qu'il y avait MTP Anthem, où c'était on va dire, en fait, j'avais pas écouté le projet, mais en tout cas, le morceau MTP Anthem, il avait pas mal tourné à l'époque. Bien sûr, ouais. Et je me souviens de ce clip où justement, il a je crois qu'il est en Air Force sur un Hummer ou un truc comme ça. Si, c'est ça. Ouais, et en tout cas, il est assis, la voiture avance, et je m'étais dit, waouh, ce mec est tellement américain. En fait, je savais même pas ce qu'il faisait, mais juste, même sans la musique, en tout cas, je me disais, waouh, il y a vraiment ce truc très carré avant l'heure, en fait. Je me disais, waouh. En fait, pas juste, waouh, il est américain, mais waouh, il l'incarne tellement bien, tu vois. C'est ça. Parce que c'est un des trucs un peu de Joke, c'est d'incarner, et dans l'attitude, il y a vraiment ces deux trucs-là qui sont super forts. Et par contre, c'est vraiment Tokyo qui m'a mis une gifle, où vraiment, déjà, citer Max B, c'est pas, en tout cas, dans les références en général, c'est pas, en fait, c'est plein de trucs. En fait, c'est même là que... Putain, j'ai trop d'idées en même temps dans mon cerveau, c'est horrible. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que dans la manière dont il faisait ses références, ou dans les choses dans lesquelles il s'inspirait, en fait, il a été précurseur dans pas mal de trucs. Et je trouve que aujourd'hui, il y a pas mal de monde, même par exemple les lunettes Cartier, c'est entre guillemets revenu un peu à la mode, alors que Joe qui peut dire, ouais, mais moi je l'ai fait en 2013, tu vois. T'as moitié que je l'appelle encore Joe qui pas Tayaba. Non, je peux... Parce que je suis un mec qui respecte rien. Pour ces époques-là, je peux comprendre vraiment. Totalement. Et du coup, ouais, mais en fait, il y avait que des morceaux qui tapaient super fort. Et que ce soit... Moi, je sais que le titre bonus qui s'appelle quand même Jeune Prince, qui m'était dit, waouh, ce morceau est vraiment trop cool. Et vraiment, le Tokyo, j'ai dû l'écouter 3 milliards de fois. Et d'ailleurs, pour Tokyo, pour l'intro, il y a tout le projet, mais surtout l'intro, il y a autre chose sur son Bandcamp on le mettra en lien, je pense, ou on mettra la ref. Mais en tout cas, dans son Bandcamp, il a fait une version Chopin Scroot de ce projet. Et c'est incroyable. J'ai écouté du coup. Fort, mais t'as parlé de MTP Anthem du coup sur Kyoto. Il y avait un autre morceau de Kyoto qui a bien tourné, je trouve, qui était très 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 bon. C'est vraiment, je pense, l'un des morceaux préférés de Triomphe. C'est Triomphe, exactement. Et je me demande si c'est pas l'ouverture du projet, c'est 4D l'ouverture du projet, qui est très bien. Non, c'est pas le. Mais c'est à l'époque où il venait de signer chez GoldenEye, je crois. Triomphe. Il était chez Institute, non au début. Je sais pas du tout. On s'en fout. Ouais, non, mais j'ai vu le nom hier, mais non, mais on voit que t'as pas travaillé, on voit que t'as pas vérifié tes sources. Mais en tout cas, le projet était signé chez GoldenEye. C'est ça, exactement. Dans mon souvenir. Et puis dedans, il y a plein de rimes qui m'ont plu. Puis c'était aussi à l'époque où je commençais à creuser vraiment le rap. Et par exemple, au bout d'un moment, il lâche Magicien Hocus Pocus, je suis pas Vincile. Il le dit même avec une intonation différente, mais je vais pas commencer à imiter les rappeurs. J'étais content d'avoir cette petite rêve qui était du coup nouvelle pour moi. Il y en avait d'autres, hein. Il y avait l'âme gilette dans les chaussettes, 111, N-word, si je te taille direct, t'as des fossettes. Celle-là, je l'ai trouvé, celle-là, je l'ai reprise 1 milliard de fois, je la trouve tellement réussie. Le morceau est bourré littéralement, je trouve, de punchline. Tu peux chacune les prendre individuellement, ça marche super bien. C'est vrai qu'il y avait ce truc-là de e-rap, tu te souviens de certains trucs. C'est ça. Il y en a une que j'avais trouvé trop chaude. Là, j'ai les paroles sous les yeux et après, j'arrêterai avec ça. Mais Miracle, je sors mon Joker, je sors mon Batman Killer. Celle-là, je l'avais trouvé folle, en fait. Ouais, quand c'est toi qui le dis, c'est moins stylé. C'est beaucoup moins stylé. Parce qu'en fait, il y a un peu une sorte de nonchalance camerounienne. Oui, c'est ça, évidemment. C'est aussi ce qui caractérise Joe. Je pense qu'on va en parler. En fait, pour moi, il y a vraiment ces trucs-là de le charisme et la nonchalance je sais pas s'il l'a vraiment pris de Cameron, tu vois. Mais je trouve que quand je le vois, ça me rappelle un peu Cameron. Et après, je pense que, c'est pas, je pense, c'est qu'il l'est, tu vois. Mais qu'il était beaucoup influencé par A$AP Rocky. Ouais. Et en fait, dans pas mal de trucs, pas forcément que la musique, mais aussi dans la SAP, dans la manière d'être original. Et je trouve que, en fait, c'est vraiment des forces, même aussi dans le fait de dire que le rap français c'est de la merde. Parce que ça, c'est un truc qui se fait beaucoup, tu vois. Mais c'était un peu un des premiers à. Je pense qu'en vrai, Joe, il a incarné, du coup, une sorte d'époque charnière
entre le creux un peu des années 2000, enfin, milieu des années 2000, fin des années 2000, quoi, 2008, machin. Et en fait, je trouve qu'il a vraiment incarné ce truc-là de... Parce qu'en fait, si tu regardes en fait, ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a eu une sorte de sabotage involontaire, tu vois, de sa carrière, tu vois, que ce soit autour de... En fait, en gros, enfin, tout le monde le sait, mais en gros... Enfin, tout le monde le sait. En gros, quand il a sorti son premier album, donc Atayaba, qui est du coup une référence à son grand-père, il me semble. Ouais, c'est ça. Et en fait, en gros, il y avait eu des problèmes de livraison, Enfin, en fait, il y a eu pas mal de galères, qu'en gros, sa première semaine, je crois qu'il avait vendu 7000. Donc, ce qui était du coup pas mal, mais en vrai pas assez par rapport aux ambitions qu'il avait. Ouais. Sachant qu'en plus, le projet est bon, tu vois. Le projet Et du coup, je sais pas si tu te souviens, mais il s'était fait clasher par Booba, tu vois. Et en fait, c'était un peu le mec qu'on vanne, du coup. Mais parce que je crois qu'il s'était un peu identifié à Booba, que... Il y avait eu pareil avec lui et Gizmo, je sais plus lequel des deux, mais il y en avait un des deux qui disait qu'il était plus ou moins le futur Booba, quoi. Et Joke, ça m'étonnerait pas qu'il ait dit ça. Hein. Je pense pas. Là, je pense pas en vrai, parce que c'était Gizmo qui avait dit ça. Possible. Mais parce qu'en fait, je sais qu'il y avait eu. En fait, en gros, Booba, il avait vu un peu ses ventes, et du coup, comme Booba, il voit qu'il y a un rappeur qui vaut moins que lui, et qui commence à monter, faut qu'il le vanne ou qu'il le clash. Et du coup, il avait fait, en interview pour les Rock, putain, je me souviens plus, je crois que c'était les Rock à l'époque, où en gros, il l'avait terminé en mode, où il disait que on sait pas trop ce qu'il veut faire des trucs, mais il vend 7000, alors qu'en fait, c'est vraiment une accumulation de plein de trucs qui vont pas. Et après, je pense qu'après, je vais pas dire il a été dans sa douche comme dans, il était pas en train de pleurer sous sa baignoire. Mais je pense ça a dû le marquer quand même. Et parce qu'en fait, ce qui est terrible, c'est que t'avais comme des giga hits, genre On est sur les nerfs. Ouais, totalement. Tu l'entends aujourd'hui, tu dis ah ouais. Du coup, enfin, genre, même Vénus d'ailleurs. J'ai retrouvé l'extrait de où Booba clash Joke. Donc oui, c'est pas du tout, c'est Gizmo, je crois, qui parlait du coup qu'il était plus ou moins le futur Booba. À prendre avec des pincettes, il faudrait que je vérifie, mais dans une interview pour les Rock, il avait dit qu'il fallait qu'il arrête, qu'il arrête le rap. Booba, il avait dit Joke, il est pas prêt, le mec. Il a le style, le look, les punchlines, mais il n'a pas de voix, pas vraiment de flow, il ne sait pas choisir ses sons. Son univers musical n'est pas du tout cohérent. Entre Montpellier, Kyoto et Tokyo, il ne sait plus où il se trouve. Et après, il avait dit, c'est monsieur, je ne vends pas d'album, mais je continue quand même. Je n'aurais pas osé poursuivre le rap à sa place. Ce qui est horrible quand t'es un jeune rappeur émergent. T'imagines un peu, Après, c'est aussi parce qu'on lui a mis aussi des ambitions et qu'il en avait, mais tu vois, ce truc de la relève et tout. Ah, ça pique, hein. Je pense que t'es rappeur et qu'on te dit, quand t'as Booba qui te vanne comme ça. Après, Booba est revenu dessus quelques temps après, où il avait dit qu'il avait rien contre Joke, et que c'était un truc d'une interview de 3 heures qui avait été un peu isolé, et puis que du coup il avait rien contre lui. Mais bon, ça a été dit, c'est ressorti, et puis Joke, il l'avait pas spécialement aimé, quoi. Mais tu m'étonnes. Mais oui. Ce qui est surprenant d'ailleurs. Vraiment, il a pas aimé. Non, mais ça doit faire mal, genre vraiment. Au niveau de l'ego, ça doit piquer. Même Booba, enfin, je veux dire, Booba, il a eu une influence certaine sur un artiste comme Joke, je pense, pas forcément sur l'écriture ou quoi que ce soit, mais. Mais je pense qu'il y a quand même pas un héritage non plus, mais tu sais, il y a eu il y a énormément de rappeurs qui sont marqués par Booba. Oui, mais... voilà, Booba, quoi. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Mais du coup, toi, t'attends quoi de Joke en 2020 de Atayaba, en 2020 moi, juste pour revenir un petit peu sur Atayaba, l'album, déjà, un album que j'avais beaucoup aimé, que je m'étais pas... l'album Atayaba, ok, je crois que t'avais écouté l'album. Non, pas encore, malheureusement. Je sais pas s'il est terminé, mais en tout cas, voilà, un album que j'avais beaucoup aimé, que j'avais trouvé, genre, vraiment réussi, qui est pareil, un peu comme on parlait pour Népal tout à l'heure, sur ce truc de, premier album, en fait. Il y a des trucs beaucoup plus personnels, où il a des trucs... Moi, j'avais beaucoup aimé les interludes sur le projet. Je crois qu'il y en a 2. Si je dis pas de conneries. Yes. T'as Menace interlude et l'autre, je sais plus. Ouais, voilà. Je retiens pas les noms. Mais en tout cas, voilà, il y avait 2 interludes. Enfin, il y avait vraiment quelque chose autour de ce projet qui était très bien découpé, des morceaux très ego trip, très hardcore, on peut dire. Des trucs beaucoup plus mélodieux, beaucoup plus chantés, chantonnés. Le morceau Minace que j'avais adoré, le morceau avec Jenaiko. Je crois que c'est Vénus qui s'appelle, que j'avais trouvé vraiment réussi pour le coup. Mais Miley, c'était un... bien sûr. C'était un banger. Bien sûr, gros banger. T'as parlé de On est sur les nerfs. Et d'ailleurs, il y a un truc que je suis en train de remarquer, enfin que je suis en train de penser, du coup, je vais le dire. Mais en fait, il y a un truc que je remarque, c'est que il a fait pas mal. Enfin, il a pas fait pas mal de projets. Mais en tout cas, dans les projets, et surtout dans Tokyo, pour moi, parce que j'ai plus écouté Tokyo que Kyoto, c'est que quand tu les écoutes aujourd'hui, ils sont pas si datés que ça, en fait. Bien sûr que non. Et si tu regardes les projets qui sont sortis, enfin, 2012-2013, enfin, je crois qu'il y avait quoi? Il y avait cette foutue perle de Lampal à peu près pour Jauger. En fait, c'était encore une époque où il y avait pas énormément de choses qui ont été faites. C'était quand même une époque où, ouais, c'était encore en construction. Et je trouve que, en vrai, genre, si tu regardes même des morceaux comme Max B, tu peux grave les réécouter, et il y a pas mal de rappeurs aujourd'hui qui, à cette époque-là, sortaient des trucs qui sont aujourd'hui complètement datés.
Et je trouve ça en fait super fort, et c'est une qualité qu'on oublie un petit peu, c'est qu'on vanne des projets qui sont sortis il y a 3, 4, 5 ans, tu vois. C'est ça. Je suis d'accord avec toi. Et puis il y avait d'ailleurs DeLorean Music aussi qui était sorti. Oui, ça, j'en ai pas parlé, j'ai oublié de le réécouter, mais il y avait aussi ça qui était sorti, ouais, effectivement. Bravo. Ouais, 2014 à l'infini, incroyable morceau. Oui, ce morceau-là, si, je m'en rappelle, par contre, il était très fort. Mytho. Si, je m'en rappelle, mais par contre, surtout, c'est un morceau dont je me rappelle vraiment, pour le coup, c'est Anubis. Mais t'as le droit de mentir aux auditeurs. Jamais. Anubis, sur Atayaba, qui était du coup avec Bips, je crois, au niveau... Ouais, il y avait Bips, qui c'est le second couplet, mais le couplet de Joe qui était quand même assez fabuleux, je trouve. Encore une fois, avec une nonchalance assez folle, je trouve. Il commençait le morceau avec Stay in chat, t'es mon ami, offre-moi un threesome pour mon anniv. Et il continuait comme ça avec ce flow. Alors je l'ai presque bien imité pour le coup, mais il continuait comme ça avec ce flow très lent. Et le morceau prenait en intensité tout au long du titre, justement. Et j'avais trouvé ça, du coup, très réussi. Et c'est un morceau que je retiens pas mal de la carrière de Joke, parce que je trouve qu'il est... C'était la fin du projet. Le projet se termine avec ça. Dommage, entre guillemets, dommage que ça ait été un featuring, parce que je trouve que le couplet de Joke en lui-même se suffit au sein du morceau. Mais gros SO à Bips qui était aussi très, 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 très talentueux. Je sais pas ce qu'il devient, mais voilà. Même s'il a totalement disparu, je pense. Oui. Mais... Ah ouais, c'est marrant des fois même de revoir sur les projets de groupe ou même les projets de solo. Genre les featuring de mecs qui ont disparu. Tu vois. Ah ouais, il y avait lui, ouais, il a arrêté le rap depuis. Bon, c'est marrant quand tu écoutes ça et que en fait c'est Ali le mec qui a disparu. Je crois qu'il sort un projet cette année, Ali. Je suis pas sûr. 2020, c'est annoncé, il me semble. Ouais, j'ai vu passer que. En tout cas, là, il y a quelques jours, il était en concert sur Paris. Il y a des vidéos qu'on tournait où il refaisait Pas le temps pour les regrets. Et j'ai eu un petit pincement. Il refait souvent, en plus, apparemment, en concert. Bah, c'est logiquement. C'est vrai qu'il faut écouter Que la paix soit sur vous, parce que c'est vraiment Que la paix soit sur vous, c'est un très bon projet. Tiens. Quelle belle transition. Ah oui, si, pardon, qu'est-ce que t'attends d'Atayaba pour Ultraviolet? Qu'est-ce que t'attends? Est-ce que les extraits t'ont parlé? En fait, personnellement, avant de répondre à ça, je vais te poser une autre question. Dis-moi. Parce que j'ai réfléchi trop. Et en fait, je m'étais dit, je réfléchissais parce que du coup, j'ai vu passer le nom d'Hamza. C'est que, tu sais, il y a pas mal ce débat autour de l'éternelle influence de Joe. Qu'est-ce qu'il vraiment, il a des héritiers, machin. Donc, il y a pas mal de gens qui parlent de Boy et tout. Mais, et en fait, moi, je me suis dit, c'était plus un mec, du coup, comme on disait tout à l'heure, qui a pas ouvert des portes, mais, comment dire, je pense qu'il a ouvert des portes, mais il a fait des choses un peu avant les autres, qui ont permis, du coup, une sorte de laisser passer, tu vois, genre en mode, par exemple, le mec, il va découvrir l'Amérique, c'est pas lui qui l'a découvert, mais en gros, on voit où c'est l'Amérique, tu vois. Ouais, je veux dire. C'est super bizarre comme transition. C'est la pire analogie, je pense. C'est pas ta meilleure, mais je vois où tu vas en venir. J'ai fait mieux dans ma carrière d'analogiste. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est quand genre, et du coup je me posais la question, est-ce que genre un mec comme Hamza aurait aussi bien marché aujourd'hui s'il n'y avait pas eu Joke avant, tu vois? Alors oui et non. Alors déjà on en profite pour avant d'être dans la recommandation, pour recommander le morceau Rari de Hamza et Joke sur Zombie Life. Voilà, première recommandation, du coup hors recommandation. Mais surtout, je suis pas sûr, mais en même temps Hamza ça a quand même quelque chose de différent dans la mesure où il y a quand même une grosse vibe R&B dans la musique d'Hamza. Donc quelque part, c'est pas du tout les mêmes personnes. Mais je veux dire, donc quelque part en fait, le côté très chantonné, très comment dire, très chantonné, on va dire. Ça se démarque suffisamment de ce qu'a pu faire Joke pour que Hamza aurait pu être le Joke de la seconde partie de la décennie en fait. Dans la mesure où si Joke n'avait pas ouvert la porte, Hamza l'aurait sûrement ouvert lui-même. Mais Hamza n'aurait pas pu. Là, Hamza il est rentré dans un hall vide en fait, et il est arrivé là-dedans et c'était déjà prêt pour lui en fait. Toute proportion gardée parce que c'est pas non plus je crois pas que ce soit un énorme vendeur Hamza, mais en tout cas il a quand même sa grosse fanbase, ça reste un gros artiste du moment, mais et plus encore, je souhaite de durer longtemps en tant qu'énorme fan d'Hamza, mais voilà, je pense qu'il aurait pu avoir sa place, mais ça aurait peut-être été plus difficile. Joke a laissé un certain vide que des artistes comme Hamza ont pu s'emparer justement. Mais toi t'en penses quoi? En fait je sais pas du tout, parce que je me dis que par exemple tu sais, ils ont quand même des influences, je sais que comme j'ai dit tout à l'heure, genre Joke c'était plus ASAP Rocky, Space Ghost et tout, alors que Hamza c'est plus Playboi Carti dans l'influence et tout. Donc en vrai je pense que ça dépend plus de la tendance américaine, mais en même temps je pense que le public français a été quand même plus habitué à... Parce que tu sais, il avait ce truc là de j'ai des références au Japon, j'ai des références tac, ouais. Et d'être très avant-gardiste, parce que tu regardes aujourd'hui, après il y a eu pas mal de rappeurs qui sont allés clipper au Japon,
que ce soit Kukra, après je dis pas que Kukra a été influencé par attention, on va lancer les clashs, c'est vraiment Kukra joke. Les clashs, ça fait de l'argent, ça fait du chiffre, comme dirait Jay-Z. Mais non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'en mode ça, en fait, il a fait des trucs un peu en premier, mais c'est pas lui pour autant que c'est un créateur. Tu vois. Ouais, oui, bien sûr, c'est pas. Je pense juste que en fait, je pense que il avait ce truc de visionnaire, en mode il voyait très vite les choses et que du coup il s'en a accaparé, et du coup il les a faites et ça a marché, tu vois. Et je pense qu'il a vraiment ce truc de visionnaire et que c'est pour ça que à Tayaba en 2020, je pense que ça va marcher forcément. Parce que déjà en 2012, il voyait des trucs qui marchent encore aujourd'hui. Ouais. Alors 2020, c'est juste en fait que c'est un peu le genre d'artiste un peu à la Dinos où il leur faut du temps et ça sortira quand ça sortira, parce que ça sert à rien de le secouer pour que. Ça reste lui qui passe en cabine, il fait ce qu'il veut, hein, de toute façon. S'il veut pas y aller pendant 6 mois, il y va pas. Mais ouais, mais clairement, puis dans cette mouvance, il y a plein d'artistes actuels qui s'inscrivent dans cette lignée aussi, de toute façon. Donc c'est. Du coup, Ultraviolet, une attente particulière? Bah, ce que je viens de dire. Bah, en fait, genre, je l'attends vraiment sur un truc novateur, différent, et en même temps me dire, ah putain, il m'avait manqué, tu vois. Ouais. Tu vois, moi je l'attends pas, Ultraviolet. En fait, je l'attends, mais j'ai pas d'attente. Genre, je veux être surpris. Ça veut dire que je suis pressé. Ouais, pareil, genre, j'attends. Mais pareil. Mais voilà. On passe aux recommandations? Totalement. Ouais, donc du coup, pour les recommandations, en fait, de base, je cherchais vraiment une recommandation musicale, puis je me suis dit, en fait, on s'en bat les couilles, on me propose ce qu'on veut, tu vois. Oula, et en fait, tu nous prends à contre-courant. Ok. Je suis irrévérencieux, yes. Et en fait, en gros, je cherchais une recommandation qui, tu sais, un peu sur des artistes qui partent en solo et qui savent pas quoi faire. Et après, du coup, j'ai revu Perfect Blue, qui est un animé de Satoshi Kon, je crois. En fait, c'est marrant d'ailleurs, parce que Népal, à l'époque, donc il y a 3-4 ans, je me souviens que je l'avais vu en fait, il avait mis en photo de couverture sur sa page, tu vois, avec le sous-titre Les idoles n'ont pas d'avenir en sous-titre, tu vois. Et en fait, je m'étais dit, putain, le dessin est stylé, j'avais commencé. Après, ce jour-là, je me souviens, j'avais une coupure de courant, du coup, j'avais totalement oublié. Okay. Et bref, là, j'ai re-regardé, là, il y a quelques jours, et je me suis dit que j'avais trop envie d'en parler. Et en fait, genre, je vais peut-être t'expliquer pourquoi c'est cool. C'est qu'en fait, en gros, il y a tout un discours. En fait, c'est un film d'animation, du coup, si j'ai pas expliqué. C'est un film d'animation qui, de base, était un manga, et qui tourne autour de la question un peu de l'identité, de la manière dont en fait, t'as tout un truc de genre la personne que tu veux être, la personne que t'es. Je vais pas faire de référence à Nekfeu, mais voilà. Mais et du coup, en fait, t'as tout un truc sur l'identité que je trouve super intéressant et qui marche d'ailleurs encore plus aujourd'hui, parce que moi, je sais que personnellement, mon film préféré, c'est Mr. Nobody, et il y a un peu cette vibe, un peu de, c'est ultra perché. Quand tu finis, t'es totalement dérouté et t'as presque un truc un peu terrifiant de. En fait, en gros, pour expliquer, putain, c'est super chiant d'expliquer le synopsis, mais en fait, c'est compliqué, de ouf. Je sais pas si tu l'as vu ou t'en as déjà entendu parler. Non, jamais, mais si jamais tu me parles de trucs de quelle identité, c'est déjà assez parlant. En fait, après. De base, c'est genre une chanteuse pop qui, du coup, décide de partir en solo et d'être actrice. D'accord. Et du coup, en fait, en gros, il y a toujours ce regret de putain, si j'étais resté dans le groupe, en même temps, ce qu'elle fait, est-ce que ça lui plaît vraiment? Enfin, t'as tout un truc super intéressant autour de quitter toi, en fait, en tant qu'entité qui n'est pas dans un groupe. En plus, la personne que t'aimerais être, après, genre, si t'étais bon acteur, t'aurais pu faire ça. Et t'as tout un truc sur les regrets. Enfin, en fait, t'as vraiment eu. En fait, genre, c'est. D'ailleurs, pour l'animation, je trouve ça super beau. On parle beaucoup d'Akira et tout en animation. Mais Perfect Blue, je trouve ça super bien dessiné. Ça date de quand ça? C'est les années 90. D'accord. Et c'est dispo sur. Je crois que c'est 90. Attends, je crois que c'est 95. Fin des années 90. D'accord, ok. Et il est dispo, logiquement, en streaming. Vous voilà, faut détonner. Non, mais il est sur OCS, je crois qu'il est sur OCS pendant une trentaine de jours. 99, le film d'animation. Exact. Et donc, vraiment, je conseille à tout le monde de le regarder parce qu'il est vraiment intense et, dérangeant. C'est un peu comme tous ces films où tu regardes et tu fais, waouh, mon cerveau! Et ça pique, ça brûle. Et il est trop bien. Et vraiment, genre, c'est super beau à regarder. Donc voilà, regardez-le. Perfect Blue, Satoshi Kon, le streaming illégal. Il y a que ça de vrai. Voilà. Très bien. Et sinon, toi, c'était quoi ton... Vas-y, parle-nous de ton coup de cœur, je t'écoute. Moi, pour ma recommandation, du coup, j'ai envie de parler de Sean. Sean, qui est un jeune artiste, qui a sorti un EP qui s'appelle, du coup, Mercutio, qui est sorti, du coup, en 2019. Un EP de 5 titres, plus un bonus qui a été rajouté après sur les plateformes de streaming, qui est un freestyle au KLM. Le morceau s'appelle Pourquoi, un morceau que je me suis beaucoup pris en 2019. C'est quelque chose de très doux, très doux, parfois très brut aussi, notamment au niveau des clips qui dépeignent une certaine violence.
mais assez douce, ouais. Je saurais pas trop comment l'expliquer. Je saurais pas trop comment l'expliquer mieux que ça, mais une espèce de violence assez douce, qui est très intéressante en mise en musique. Il a une voix très calme, il marmonne parfois, c'est parfois un petit peu chantonné. Je sais pas si je le vends très bien, mais en tout cas c'est un artiste sur lequel faudra, je pense, compter en 2020. En tout cas, moi je vais militer pour le F-Session, parce que ouais, un artiste qui a un certain talent, qui a un certain univers à lui. Il y a qu'à regarder la pochette du coup de Mercutio, où il a le visage découpé, qui rappelle un peu une forme de double personnalité, quelque chose d'assez neutre, mais avec une certaine haine, une certaine hargne, qui est très intéressante à écouter au fil de ces morceaux. Donc voilà, un EP 6 titres qui est court, mais relativement intense, et une fois qu'on sort de l'écoute de cet EP, en tout cas personnellement, et j'espère que ça vous fera le même effet, c'est qu'on en veut plus, on veut plus de Sean, et ça tombe bien puisqu'il a sorti Paralysé au mois de décembre, il me semble, et là il vient de sortir Fougue, donc 2 morceaux qui, pour beaucoup je sais pas, peut-être que ça fera partie de son prochain projet, mais en tout cas 2 morceaux qui sont très très intéressants. Le morceau Paralysé est très efficace, ça suit un peu la continuité de ce qu'il avait fait sur Mercutio, mais ça va encore un peu plus loin. À la fin il y a une séquence parlée, par un médecin, pas en dire plus pour pas spoil, parce que cet extrait-là est assez intéressant, et il va aussi dans le sens de ce que je raconte sur cette espèce de double personnalité, neutre, une certaine violence, une certaine haine, quelque chose de très réussi à ce niveau-là, assez riche, encore naissant, mais assez riche, qui offre plein de possibilités pour sa musique, sur des trucs beaucoup plus chantés, des trucs même kickés, je sais pas s'il en est capable, mais en tout cas, s'il pouvait kicker, s'il avait cette possibilité-là, ce serait aussi très bien réussi, je pense. Donc voilà, un univers riche qui sera intéressant de voir évoluer à l'avenir. Bon bah voilà, c'est la fin de ce premier sofa de cette nouvelle saison. On espère que ça vous a plu. Un format beaucoup plus long, donc n'hésitez pas à nous faire vos retours sur les réseaux, sur YouTube, si vous êtes sur YouTube, un peu partout, qu'on puisse savoir ce que vous en avez pensé. En tout cas, nous on a pris un grand plaisir à parler de tous ces sujets, et le prochain sera tout aussi bien, encore mieux, et avec des sujets toujours aussi intéressants, je l'espère. Et puis en tout cas, voilà. À très vite. Tchuss. Tchuss.